C'est fou de penser que notre mode de vie n'est pas celui de tout le monde. De la tribu la plus dangereuse du monde aux carnivores inconnus. Voici les 15 tribus les plus effrayantes que tu ne voudras pas rencontrer. Numéro 15, les Sentinelles du Nord. Peut-être que l'une des tribus les plus effrayantes de toutes celles qui fuient notre mode de vie, ce sont les aborigènes des Andamans et Nicobar. Sur l'île Sentinelle du Nord. Les sentinelles sont des prénéolithiques et ils vivent sur l'île depuis environ 57 000 des années, sans contact avec le monde extérieur. On a essayé de les atteindre à la fin des années 60. Mais dire que ça ne s'est pas bien passé, c'est un euphémisme. Ils se sont montrés hostiles dès le premier jour et le gouvernement a finalement capitulé au milieu des années 90. Pour les protéger de nos maladies et préserver leur souveraineté. Il y a une zone tampon de 5 km autour de leur île. Peut-être que tu penses que tu peux ignorer cette zone, tampon, et simplement s'aventurer sur l'île pour jeter un œil, mais on ne te le recommande pas. 2 pêcheurs qui ramassaient des crabes illégalement sur l'île ne sont jamais revenus. Un missionnaire est également allé là-bas pour prêcher le christianisme et il n'est jamais revenu. Même 2 pêcheurs qui se sont retrouvés là par accident n'ont jamais réussi à sortir vivants. Ils attaquent quiconque s'approche et ont même essayé de tirer des flèches sur un hélicoptère. En gros, reste loin d'eux si tu veux vivre avant qu'on continue comme dans cette vidéo. Écrase le bouton d'abonnement et appuie sur la cloche de notification tout de suite. Ou alors, si tu commences, ça va se traîner sur son visage pendant qu'il dort. Avant de continuer avec cette vidéo, appuie sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification tout de suite. Numéro 14, les Batak. Les Batak forment l'un des environ 140 groupes indigènes des Philippines. Et ils se trouvent dans le nord-est de Palawan, une grande île du sud-ouest. Depuis qu'on a des traces, les Batak vivent dans les vallées fluviales le long des côtes de la ville de Puerto Joseph. Les données du recensement indiquent qu'il reste environ 450 Batak, qui sont petits, avec la peau foncée et des cheveux crépus de texture afro. On ignore s'ils sont liés à la tribu Ada ou viennent d'Indonésie ou des îles Andaman. Ils vivent de chasse et de cueillette. Ou s'ils viennent de groupes d'Indonésie ou des îles Andaman. Ils mènent un mode de vie basé sur la chasse et la cueillette. Ils cultivent des plantes et échangent des produits forestiers avec les peuples maritimes contre des produits manufacturés. Les Batak ne se ferment pas aux autres. Ils échangent aussi des produits forestiers et naturels avec les peuples maritimes de la région de Zulu contre des produits manufacturés. Contrairement à d'autres tribus, les Batak ne se ferment pas aux autres. Les hommes Batak ont souvent des petits boulots pour les autres. Comment récolter et nettoyer les mauvaises herbes, et ils gagnent aussi de l'argent grâce au tourisme local. Ils étaient autrefois nomades. Mais on dirait qu'ils se sont habitués à s'installer dans de petits villages, à produire des biens et à vendre leurs marchandises. Numéro 13, la tribu Suri. En Éthiopie et dans certaines parties du Soudan du Sud, on trouve le peuple Suri. Ils vivent 34 000 dans le sud-ouest de l'Éthiopie et 3 groupes d'entre eux au total. Gamagaché et Bayi. Tout comme beaucoup d'autres cultures, la tribu Suri a un système de croyances traditionnelles, avec une divinité céleste appelée Tumu. Une personne de la tribu, le Komoru, agit comme médiateur entre le peuple Suri et le dieu du ciel. Les membres de la tribu Suri d'Éthiopie vivent généralement dans des plaines, des contreforts et des vallées éloignées et semi-arides. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont totalement isolés des autres peuples. En fait, ils ont des rivalités avec des groupes voisins du Soudan qui s'introduisent sur le territoire éthiopien. Ces rivalités se sont aggravées avec l'utilisation d'armes à feu automatiques, entraînant des batailles sanglantes. La plupart des armes proviennent des zones de la guerre civile soudanaise. La tribu Suri est aussi assez fière de sa culture, et elle a une série de pratiques qui ne sont pas courantes dans notre monde moderne. Par exemple, les femmes se beautifient pour le mariage, en se faisant enlever les dents du bas, en se perçant la lèvre inférieure et en insérant une plaque labiale en argile. Cependant, plus elles sont exposées à d'autres cultures, moins cette pratique est courante. Numéro 12. La tribu de Slala. Une grande partie de ce que nous savons sur la tribu de Slala du bassin occidental de l'Amazone. Cela provient de l'explorateur brésilien Sidney Paul qui a établi le premier contact en 1996 et d'un journaliste nommé Paul Raphael. La tribu est l'un des derniers groupes de personnes qui vivent presque complètement isolés de la société moderne.
Bien qu'ils aient eu quelques interactions violentes avec les communautés voisines, la tribu de Salah principale est composée d'environ 150 membres, tandis qu'une branche compte une vingtaine de membres. Les groupes se sont divisés après que certains membres aient voulu entrer en contact avec les établissements voisins, tandis que la plupart ne le font pas. Tous les membres de la tribu chassent et se battent avec des gourds, et parfois ils utilisent des fléchettes empoisonnées, mais ils n'ont pas d'armes modernes. Ils travaillent aussi jusqu'à 5 heures par jour et vivent dans des huttes communautaires appelées malokas. Ils n'ont pas de pratique religieuse, mais certaines sources affirment qu'ils sont connus pour pratiquer l'infanticide. Les hommes comme les femmes se peignent aussi avec un teint rouge à partir de la plante rucu. Comme la plupart des tribus qui rejettent notre mode de vie moderne, ils s'en sortent très bien. Ils mangent des aliments comme du maïs, du poisson, des oiseaux, des porcs sauvages et des fruits, et ils ont des notions de base en agriculture. Cependant, la principale cause de mort dans leur tribu est le paludisme. Numéro 11, le peuple Cujareno. Le peuple Cujareno, également connu sous le nom de Los Namol, est une tribu indigène nomade de chasseurs-cueilleurs vivant dans les régions les plus reculées de la jungle amazonienne. Ils vivent principalement dans le parc national du Manu, dans la région péruvienne de Madre de Dios, et parlent un dialecte de la langue Quero. On estime que leur nombre varie entre 100 et 250, augmentation depuis les années 70, estimée à 20 à 100. Ils évitent activement le contact avec les non-natifs, soit environ 20 à 100. En règle générale, ils évitent activement tout contact avec les non-autochtones. Et on ne peut pas leur en vouloir pour ça. Dans les années 1890, le voleur péruvien Carlos Hitzcald. Il ordonna à son armée de massacrer la plupart de la tribu, dans la zone haute du fleuve Manu. Les survivants se sont dirigés vers des zones reculées de la jungle et y sont restés depuis. Ces dernières années, on ne les a pas beaucoup vus. Bien qu'il y ait des campements sur les rives du fleuve, ils utilisent des pierres pendant la saison sèche pour pêcher. Pendant la saison humide, ils restent dans la jungle, bien qu'en général, ils n'entrent pas en contact avec des personnes non autochtones. En réalité, certains l'ont effectivement fait. La BBC a rapporté en 2013 que certains avaient demandé de la nourriture aux villageois. En fait, le gouvernement péruvien a interdit tout contact avec eux pour les protéger de nos maladies modernes. Numéro 10, la tribu Akinzu. La tribu Akinzu. C'est l'une de celles dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Malheureusement, c'est une tribu qui est sur le point de s'éteindre, car il ne reste plus qu'environ 4 personnes. Ils viennent de Rondônia, au Brésil, et parlent une langue unique, l'Akinzu. Bien que leur nombre ait pu prospérer, à un moment donné, tout a changé. Dans les années 1980, des éleveurs brésiliens ont perpétré un massacre qui les a presque complètement anéantis. On pense qu'ils ont lancé l'attaque parce que si un contact était établi par les voies officielles, leur forêt deviendrait une réserve indigène et serait fermée aux bûcherons et aux éleveurs. Les survivants de l'attaque mènent une vie modeste et simple. Bien qu'ils soient principalement des chasseurs-cueilleurs, ils ont également intégré une certaine part d'agriculture dans leur alimentation. C'était à la fin des années 1990 qu'un contact officiel a été établi avec eux. À ce moment-là, on a découvert qu'il ne restait que 7 membres dans la communauté, 2 hommes, 3 femmes et 2 petites filles. Tragiquement, en l'an 2000, une des maisons a été dévastée par la chute d'un arbre, ce qui a entraîné la mort de la petite fille. Puis jeune. Par la suite, le membre le plus âgé du groupe est décédé, suivi du chaman, qui est mort pendant son sommeil. Numéro 9, les Mursi. Les Mursi, qui se désignent eux-mêmes comme Moken, sont un groupe sénite d'Éthiopie. Ils vivent près de la frontière avec le Soudan du Sud et sont composés de 11 500 membres. Des membres qui parlent la langue Mersi comme langue maternelle. Comme les pasteurs africains, ils ont des croyances spirituelles. Ils croient au Tumui, un oiseau céleste, un komoru religieux. Ils croient en le Tumui, qui est quelque chose qui se manifeste dans le ciel sous la forme d'un oiseau arc-en-ciel ou d'autre chose. Ils ont aussi un komoru qui fait le lien entre leur dieu et la tribu. Le rôle du komoru est de les protéger, à leur bétail et à leur culture. Sans aucun doute, leurs cycles de vie sont aussi très différents des nôtres. En plus de porter des plaques labiales, les Mersi sont l'un des derniers groupes d'Afrique à pratiquer encore cette tradition. Ces plaques, qui peuvent être en bois, en céramique ou en métal,
sont insérées dans les lèvres inférieures des filles quand ils atteignent 15 ou 16 ans. En plus de leur signification culturelle, ces plaques sont aussi utilisées comme un moyen de générer des revenus supplémentaires, attirant les touristes. En plus de cette pratique, la tribu Mercy participe également à des duels cérémoniels, qui sont très populaires parmi les hommes de cette communauté. Ces duels, bien que ritualisés, sont essentiellement des actes de violence masculine et sont généralement plus courants chez les hommes célibataires. Numéro 8. Tribu Moken. Les Moken sont un peuple austronésien qui vit dans l'archipel de Mergui, composé de 800 îles revendiquées par la Thaïlande et la Birmanie. Les experts pensent qu'ils pourraient avoir des origines dans le sud de la Chine, à environ des années, avant de s'installer sur plusieurs îles du sud-est asiatique en 2003. Sur ces îles vivent des milliers de Moken, avec un mode de vie semi-nomade de chasseurs-cueilleurs, qui dépendent de la mer pour leur subsistance. Il y a environ 1500 hommes et 1500 femmes, et elles parlent une langue austronésienne distincte, appelée Mocha. Bien qu'ils aient une culture et un mode de vie très ancrés sur ces îles, ils sont menacés. Leur population diminue, notamment en raison de leur mode de vie nomade. Ils sont confrontés à des problèmes successifs liés aux lois modernes sur l'immigration et la propriété. Cependant, dans une certaine mesure, ils se sont adaptés au mode de vie moderne. Leurs enfants fréquentent des écoles conventionnelles et sont exposés aux idées culturelles dominantes. Cependant, ceux qui vivent sur les îles Sorin ont tendance à mener un mode de vie plus traditionnel. Ils vivent de la flore et de la faune avec des outils comme des lances et des filets. Et ces dernières années, ils ont commencé à échanger leurs aliments contre des produits du marché local. Numéro 7. La tribu Simbu. Dans les hautes terres centrales de Papouasie-Nouvelle-Guinée, on trouve les Chimbus ou le peuple Simbu. Ce nom leur a été donné par des explorateurs australiens au début des années 1930, qui ont entendu le mot Simbu prononcé par les habitants. C'est une forme de surprise agréable en langue. Kéman. Ils vivent dans la province de Chimbu, dans un terrain montagneux escarpé qu'ils ont transformé en leur foyer avec des potagers. Ils ne vivent pas dans des villages, mais créent de petits établissements avec des maisons ovales et des toits bas en paille, en canne écrasée, des murs tissés et des sols en terre. Les hommes vivent tous ensemble dans des maisons communes, tandis que les femmes, les enfants et les cochons cohabitent dans d'autres. Cependant, ils ont adopté une partie de notre influence moderne. Et certains hommes et femmes vivent maintenant ensemble. Bien qu'il n'ait pas grand-chose, les Chimbus considèrent leurs cochons comme leur bien le plus précieux. Ils les utilisent comme objet d'échange lors des rituels funéraires et des célébrations de mariage. Et pour remercier les fans d'avoir donné naissance à leurs enfants. Ils ont aussi une cérémonie de sacrifice de cochons appelée Buglaingu, qui consiste à tuer des centaines des milliers de cochons, les cuisiner et les distribuer. C'est une forme de cérémonie d'échange entre tribus pour maintenir les relations. Numéro 6. La tribu Korowe. La tribu Korowe, également connue sous le nom de Kalifo, vit dans la province indonésienne de Papouasie, près de la frontière avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette communauté indigène compte environ 3000 membres. Des membres qui, pendant longtemps, ignoraient complètement l'existence d'autres personnes en dehors de leur propre groupe ethnique. Ce n'est qu'au cours des années 1970 qu'ils ont eu leur premier contact avec le monde extérieur. Au départ, on pensait que les Kalifos vivaient dans d'impressionnantes maisons construites dans les arbres. Mais plus tard, il a été découvert que c'était une déformation. Selon la BBC, ces maisons avaient été construites dans les arbres uniquement pour impressionner les producteurs de programmes étrangers. Mais en réalité, elles n'étaient pas utilisées comme habitations. Malgré cela, on ne peut pas nier que les habitations des Kalifos sont construites à une grande hauteur, ce qui les rend uniques et fascinants. Ils construisent leurs maisons au-dessus du niveau des inondations, ce qui évite des dommages et, en même temps, empêche les clans rivaux de capturer leurs femmes et enfants pour le cannibalisme et l'esclavage. C'est ça, j'ai dit. Cannibalisme. En réalité, nous ne savons pas avec certitude s'il existe encore aujourd'hui. Mais il a été affirmé qu'ils pratiquaient le cannibalisme rituel et que cela faisait autrefois partie d'une forme de justice. Maintenant, les anthropologues pensent que les clans qui ont des contacts fréquents avec des étrangers le pratiquent plus ces rituels.
Cependant, il est possible qu'ils maintiennent la supercherie pour encourager le tourisme. Numéro 5, la tribu Midmen. La tribu Azaro, connue sous le nom des hommes debout de Papouasie-Nouvelle-Guinée, est une tribu peu nombreuse qui porte des vêtements traditionnels, y compris des masques en argile. Ils vivent dans un village appelé Garoka, situé dans la province des Hautes-Terres orientales de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils vivent dans un village appelé Garoka, situé dans la province des Hautes-Terres orientales de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors, pourquoi portent-ils des masques? Eh bien, leur conjecture est aussi bonne que la mienne. Il y a beaucoup de théories qui circulent et il est possible qu'eux-mêmes ne connaissent même plus la vraie raison. Selon une version des faits, une tribu ennemie les a vaincus et les a forcés à fuir vers la rivière Azaro. Là, ils rencontrèrent un homme qui leur donna des yeux pour tuer, si tant est que cela veuille dire quelque chose. Ils ont attendu jusqu'au crépuscule, quand ils ont cru l'avoir capturé celui qui leur avait donné des yeux pour tuer. L'ennemi le vit se lever des rives, couvert de boue, et pensa que c'était un esprit. Étant donné que la plupart des tribus de Papouasie-Nouvelle-Guinée craignent les fantômes, leurs ennemis s'enfuirent en courant. Ils sont retournés au village, sans se rendre compte que leurs ennemis étaient toujours là. Cependant, leurs ennemis étaient si terrifiés qu'ils retournèrent en courant dans leur village et célébrèrent une cérémonie pour chasser les esprits. La légende raconte qu'ils ne pouvaient pas se couvrir le visage avec la boue de la rivière Azaro, car elle était toxique. Alors, ils ont fabriqué des masques avec des cailloux. Numéro 4, le peuple Chukchi. Le peuple Chukchi est un groupe humain incroyablement intéressant. On les appelle aussi les Lora-Wetlandais et ils vivent dans les régions les plus nord-est de la Sibérie. À la fin du XXe siècle, il y avait en Russie environ 14 000 Chukchi, répartis en deux groupes principaux, les Chukchi des rennes et les Chukchi maritimes. Tous deux parlent la noble Oretland, mais ils prospèrent dans différentes parties de la Sibérie. Les rennes Chukchi vivent de troupeaux de cerfs domestiques. Ils les utilisent pour le transport de lait, de viande et de peau. Cependant, les Chukchi maritimes vivent de la mer, chassant les mammifères marins et pêchant. Leur mode de vie diffère également selon leur environnement. Les Chukchi ont des villages, alors que les Chukchi vivent dans des tentes et suivent les changements saisonniers. Ils utilisent des traîneaux. Les Chukchi utilisent des bateaux en bois recouverts de peau. Ils voyagent également en traîneau tirés par des rennes ou des chiens. Tandis que les Chukchi maritimes se déplacent dans des embarcations à structure en bois et recouvertes de peau d'animaux. Bien que leur vie soit très différente, leurs croyances religieuses sont pour la plupart similaires. Ils croient que des esprits invisibles nous entourent. Ils pratiquent aussi des cérémonies chamaniques de guérison et de divination et célèbrent des festivals avec des sacrifices. Numéro 3, les marcheurs nocturnes. Les marcheurs nocturnes sont définitivement une tribu effrayante. Vous ne voudrez pas les rencontrer. Principalement parce que la plupart des gens ne veulent pas se retrouver face à face avec un groupe de fantômes en pleine nuit. Les marcheurs, fantômes des anciens guerriers hawaïens, sortent lors des nuits sacrées. Ils émergent de l'océan et marchent vers les champs de bataille et lieux sacrés. Lors des nuits où l'on honore les dieux hawaïens, ou les chevaliers de Kanaloa, il semblerait qu'ils sortent de leur lieu d'enterrement, émergent de l'océan et marchent en groupe vers les anciens champs de bataille et les lieux sacrés hawaïens. On les décrit comme des personnes de taille moyenne, vêtues pour la bataille, frappant des tambours de guerre, soufflant dans des coquillages et portant des gourds et des lances. Le mythe affirme aussi qu'ils ne touchent ni le sol ni l'eau, et qu'en fait, ils sont suspendus au-dessus de la terre. Il ne laisse aucune preuve qu'ils aient jamais été là. Tout d'abord, la marche commence dans l'obscurité et se prolonge depuis le coucher du soleil jusqu'à juste avant l'aube. Cependant, ils peuvent apparaître pendant la journée s'ils escortent un membre de la famille mourant vers le monde des esprits. Le mythe affirme aussi que si un mortel les regarde avec défi, il mourra d'une mort violente. Numéro 2. Tribu Agori. Le groupe de peuple Agori de l'Uttar Pradesh, en Inde, suit un mode de vie unique. On connaît environ 70 membres et ils pratiquent des rituels post-mortem qui sont certainement différents des nôtres. Tandis que nous célébrons des funérailles sables. Les Agoris se couvrent le corps de cendres de crémation et utilisent des os humains pour fabriquer des coupes en forme de crâne et des bijoux. Ils croient que beaucoup de leurs pratiques ont des pouvoirs curatifs et acceptent la mort comme une partie naturelle de l'expérience humaine. Ils croient aussi à la guérison par la purification. Transférer la santé aux patients dans un processus de guérison transformateur et les éloigner de la contamination.
Cela est dû au fait qu'ils croient en l'état supérieur du corps et de l'esprit du peuple. Agori. Aussi naturel que soit la mort, beaucoup d'étrangers et de touristes regardent le peuple agori avec méfiance. Certains disent que leur mode de vie est nuisible à la jeunesse indienne et qu'ils vivent comme des animaux. Incivilisés, et, en contraste, avec la société hindoue moderne. Mais leur objectif dans la vie n'est pas de plaire aux autres. Ils peuvent prédominer dans toute l'Inde ou Népal, et dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est. Mais c'est une secte plutôt secrète et ils ne désirent ni notoriété ni reconnaissance sociale. Numéro 4. Le culte du cargo. Peut-être l'un des cultes les plus étranges qui existent aujourd'hui est le culte du cargo. Le culte du cargo fait référence aux sociétés primitives qui voient les biens et les cargaisons des pays du premier monde comme des bons spirituels. L'île de Tanna, ou Vanuatu, est un excellent exemple de ce culte. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les GI américains ont travaillé sur une base militaire à Ifat, une île voisine. Les habitants étaient impatients de se déconnecter de la colonisation européenne et se sont sentis renforcés en voyant des soldats américains noirs superviser les cargaisons. À partir d'exemples comme celui-ci, des religions se sont formées. L'un des mouvements les plus connus aujourd'hui est le mouvement John Frum. Les membres de ce culte vénèrent un militaire américain nommé John Frum. Il s'est identifié comme John Frum d'Amérique. Et maintenant, des célébrations ont lieu chaque 15 février, lors d'une journée appelée John Frum Day. Une cérémonie a lieu avec des hommes qui se peignent. Ils portent des mots sur la poitrine, hissent le drapeau américain et font des exercices militaires, mélangés avec des danses. Ils construisent aussi des avions de la Seconde Guerre mondiale en herbe, ainsi qu'une piste d'atterrissage, dans l'espoir que John revienne avec plus de cargaison. Il s'avère qu'une autre tribu voisine adore le défunt prince Philippe. Duc d'Édimbourg, il croyait que c'était un être divin. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.